Alors il se passe quelque chose d'important dans l'accompagnement de l'autisme en France. Une toute nouvelle feuille de route officielle vient de sortir pour 2026 et croyez-moi, elle vient bousculer en profondeur la manière dont on voit les choses, que ce soit pour évaluer, pour intervenir ou simplement pour envisager le parcours de vie des enfants et des ados. On va décortiquer ça ensemble. Bon, ces directives, elles ne sortent pas d'un chapeau. La source, c'est la Haute Autorité de Santé, la HAS. C'est tout simplement la plus haute instance sanitaire du pays. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste un rapport de plus. Non, c'est le nouveau standard officiel, la référence qui va s'imposer à absolument tous les professionnels. Pour vraiment saisir l'impact de ce document, il faut faire un petit retour en arrière. En 2012, les premières recommandations parlaient encore de troubles envahissants du développement. Puis, en 2013, le fameux DSM-5 est arrivé et a tout changé avec le concept mondial de spectre de l'autisme. La feuille de route de 2026 n'est donc pas une petite mise à jour, non. C'est vraiment l'aboutissement de plus de 10 ans d'évolution, aussi bien scientifique que sociale. Alors comment va-t-on décrypter tout ça? On va suivre un plan simple, en 5 grandes étapes. D'abord, on va voir en quoi c'est une vraie nouvelle feuille de route. Puis, comment l'évaluation est totalement repensée, pour mieux comprendre. Ensuite, la place, maintenant centrale, donnée à la famille. On fera un point crucial sur les interventions, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et enfin, on verra comment tout ça mène à un seul et même but, construire une vie plus inclusive. Allez, on commence par la base, le point de départ de tout accompagnement, l'évaluation. Et c'est là qu'on trouve la première grande révolution de ces recommandations. L'approche change du tout au tout. Cette phrase, tirée du rapport, elle dit tout. Elle nous explique que non, l'évaluation, ce n'est plus un diagnostic qu'on pose une bonne fois pour toutes. C'est fini ça. Maintenant, c'est un processus continu, dynamique, qui implique tout le monde. En fait, on passe d'une photo instantanée à un film. Concrètement, ça se traduit comment? Eh bien par 4 piliers. D'abord, c'est pluriprofessionnel. Personne n'a la science infuse tout seul. Ensuite, c'est régulier, au moins une fois par an, pour s'adapter à la personne qui évolue. C'est aussi basé sur l'observation, parce que c'est dans la vie de tous les jours qu'on comprend le mieux. Et surtout, c'est collaboratif. La famille n'est plus là pour écouter, elle est copilote du projet. Et qu'est-ce qu'on regarde exactement? Bien plus que de simples symptômes. Non, on s'intéresse au fonctionnement global. La communication, l'autonomie, l'école, mais aussi, et c'est nouveau, aux facteurs environnementaux. Le cadre familial, l'environnement matériel. Le but, ce n'est plus de cocher des cases de déficit, mais de comprendre la personne dans tout son écosystème. Cette nouvelle façon de voir les choses nous amène tout logiquement au deuxième pilier de cette feuille de route. Et là, c'est un changement de mentalité énorme. La place de la famille. Le mot-clé ici, celui qu'il faut retenir, c'est expertise d'usage. C'est la première fois que la AHS le dit aussi clairement. Les parents sont les premiers experts de leur enfant. Leur savoir du quotidien est maintenant considéré comme aussi précieux que le savoir théorique des professionnels. Le rapport le dit noir sur blanc, leur soutien est indispensable. C'est un vrai changement de paradigme. On ne prend plus en charge une famille. Non, on construit avec elle. Les parents deviennent de véritables co-auteurs du projet de leur enfant. C'est une démarche qui responsabilise, qui respecte et qui change tout. Et attention, ce ne sont pas que des belles paroles. La HAS liste des actions très concrètes. De la guidance parentale, des formations, des groupes de pairs, mais aussi, et ça c'est fondamental, des services de répit. Parce qu'accompagner un proche, c'est un marathon. L'importance de soutenir les aidants est enfin reconnue à sa juste valeur. Bon, maintenant abordons la question que tout le monde se pose. Ok, mais concrètement, on fait quoi? Quelles interventions sont recommandées? Là-dessus, la réponse de la HAS est limpide. On se base sur la science, sur les preuves. Le principe est double. D'un côté, les approches doivent être développementales et comportementales. De l'autre, elles doivent commencer le plus tôt possible. On n'attend même plus une confirmation de diagnostic. Dès qu'il y a un doute, on agit. La précocité, c'est la clé. Les données du rapport sont formelles. Plusieurs modèles d'intervention précoce ont prouvé leur efficacité avec une présomption scientifique forte. Qu'on parle d'approche comportementale, développementale ou même hybride comme le célèbre modèle de Denver, toutes montrent des résultats clairs pour améliorer la communication et le fonctionnement cognitif. Et là, la HAS fait un tri. Un tri très clair et, il faut le dire, très attendu. D'un côté, on recommande ce qui a fait ses preuves, les approches comportementales comme l'ABA, et de l'autre, et c'est un tournant majeur en France, la HAS écarte très explicitement les approches qui n'ont pas démontré leur efficacité. On parle de la psychanalyse, de la communication facilitée, de la méthode Tomatis. C'est une clarification historique. Mais le projet ne s'arrête pas là. L'objectif final est bien plus vaste que les seules interventions cliniques. Il s'agit de construire une vie épanouie, une vie inclusive. Un outil essentiel pour ça, c'est la communication améliorée alternative, la CAA. Et là, le message de la HAS est d'une importance capitale. Il n'y a, je cite, aucun prérequis pour y avoir accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a le droit de communiquer
Point. On n'attend pas qu'un certain niveau soit atteint, on adapte l'environnement à la personne et jamais l'inverse. Et ça passe par des choses très concrètes. Structurer un espace, utiliser des plannings visuels pour rendre le temps prévisible, gérer les lumières, les sons, mais aussi garantir un accès plein et entier au sport, aux loisirs, à la culture. Finalement, la vision d'ensemble, c'est celle d'une société qui se met en ordre de marche. La santé, l'école, les associations, les clubs de sport, tout le monde doit jouer son rôle pour construire un parcours de vie cohérent, sans rupture, où chaque personne est un citoyen à part entière. En résumé, ce qui se dessine, c'est une véritable révolution philosophique. On ne cherche plus à corriger un trouble. Non, on cherche à accompagner un parcours de vie avec ses forces, ses défis, son unicité. On passe de la gestion d'un diagnostic au soutien d'une personne. Voilà, cette feuille de route, elle donne le cap, elle donne les outils. Mais elle pose une dernière question, une question qui nous concerne tous, en tant que société. Maintenant que le quoi et le comment sont sur la table, la vraie interrogation c'est comment allons-nous, tous ensemble, construire ce monde plus inclusif ? La réponse, c'est à nous de l'écrire.